Chers élèves de 5e, bonjour. Donc aujourd'hui, on va continuer de parler de statistiques. Alors, je vous dis, on ne va pas apprendre beaucoup de termes de statistiques. Je vous en donnerai en gros un à chaque fois. La dernière fois, c'était moyenne et fréquence. Alors, je rappelle, moyenne, c'est vraiment l'idée de répartir équitablement. J'y reviendrai à la fin de la vidéo, parce que je vous ai promis que je vous parlerai d'un pays un peu spécial et qui a un intérêt parce qu'on se retrouve avec un pays pour lequel on va voir que la donnée de la moyenne est loin de nous suffire pour comprendre ce pays-là. Aujourd'hui, on va juste s'intéresser aux différentes façons de représenter des statistiques. Alors, vous en connaissez. Tout d'abord, vous connaissez les tableaux. Alors, par exemple, un tableau de valeur. Vous l'avez eu dans quelques exercices. Voilà, un tableau de valeur, c'est par exemple, j'ai des notes, j'ai des notes à un contrôle, et puis je mets les effectifs en dessous. Dans le tableau dans le cours, enfin dans les exercices, j'avais des personnes qui avaient 8, je ne sais plus combien j'en avais peut-être 4, des personnes qui en ont 9, j'en ai 2, et ainsi de suite. Donc je remplis le tableau comme ça. Donc ce truc-là, en gros, c'est le truc de base qui nous permet de bien lire les valeurs, on voit les effectifs totaux, on peut faire les calculs, tout ce qu'on veut. Maintenant, c'est pas très visuel. Pour vraiment lire ce tableau-là, il faudrait vraiment, pour savoir où est-ce qu'il y a le plus de monde, comment c'est réparti, c'est pas évident de comprendre là-dessus. Donc on a créé d'autres types de façons de représenter, et on a par exemple l'histogramme. Alors ça a plusieurs noms, c'est pareil que diagramme en bâton, je sais pas comment vous l'appelez habituellement, tout est vrai, diagramme, mon stylo noir est en train de mourir. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la même chose, c'est qu'on part dans un graphique un peu ce style-là, et si je représente ceci, je peux dire que voilà, la note 8, j'ai 4 personnes, la note 9, j'ai 2 personnes, et puis on imagine que c'est la hauteur à chaque fois qui va correspondre. La note 10, j'en mets quelques-uns encore, note 10, voilà qui marche, bon, c'est 7, et la note 12, c'est 5. Donc à ce moment-là, hop, la note 10, c'est 7, voilà, et la note 12, c'est 5. Par exemple, quelque chose comme ça. Alors ça déjà, je vais mettre, si c'est tout, ça fera plus loin. Déjà, ça, c'est un petit peu plus visuel. Alors, quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise notamment quand on va cumuler des choses. Alors, par exemple, si on avait des températures, on pourrait voir, par exemple, si ce n'est pas en code, on pourrait voir que la température, elle monte ou elle descend. Voilà. C'est une des façons de faire. Alors, on le fait soit comme ça, soit sous cette forme-là. De toute façon, vous l'avez déjà vu aussi, hein. Moi, je vous apprends rien, mais là, c'est juste pour une façon de vous expliquer. Hop, il n'y a pas de là. Voilà, c'est-à-dire que vous imaginez pas les traits bleus, hein. On aurait le truc rouge. Donc, c'est une autre façon de le faire, et qui veut dire vraiment la même chose. On aurait encore dans la même chose, alors plutôt, on parlerait pas d'histogramme, on parlerait de graphique. Avec le même tableau, ce serait quelque chose comme ça. Alors là, le graphique a un intérêt vraiment dans le cas d'une évolution. Et habituellement, on fait ça et on relie les points. Ça a intérêt vraiment que pour lire une évolution, et ça sous-entend que si on fait des traits comme ceci, il y a des valeurs au milieu. Donc on ne l'utiliserait pas du tout dans ce cas-là. Mais par exemple, dans le cas de température, on imagine, voilà, c'est pas les effectifs, c'est pas des notes, c'est le jour, par exemple, le jour du mois, et la température ce jour-là. Donc on imagine, jour, température. Le 8 du mois, il fait 4 degrés. Le 9 du mois, il fait 2 degrés. Le 10 du mois, il fait 7 degrés. Donc là, on aurait plus utilisé quelque chose comme ça pour voir l'évolution de la température selon la date. Donc ce sont 3 types différents. Et vraiment, une des dernières qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle les diagrammes circulaires ou semi-circulaires. Donc, diagramme. Je vous en avais mis dans la dernière feuille d'exercice, donc soit circulaire, soit, alors on se dit aussi diagramme en camembert, ou semi-circulaire.
Donc là, quand est-ce que ça s'utilise? C'est vraiment quand on regarde plutôt les proportions. Donc un diagramme circulaire, c'est on regarde la totalité et puis on va regarder quelle proportion correspond à chacun. Donc par exemple, ici, alors il nous faudrait la totalité des personnes, je vais m'arrêter là histoire qu'on ait un tableau qui soit pas trop gros. J'en suis à combien de personnes? Tiens, je vais mettre 4 personnes et puis 13, il y en a 4. Donc là, je m'intéressais à faire mon diagramme circulaire. Pour des façons de praticité, hein, on va compter d'abord combien j'en ai ici, j'en ai 25. Je vais regarder la proportion de chacun. Et bien là, je pourrais dire que là, 5 élèves, je prends le 12 en premier parce qu'il est juste plus facile à calculer. Hein. Le 5, il correspond à quoi? Il correspond à 5/25e du truc, donc ça fait 1/5e de totalité. Donc je vais me débrouiller pour que l'impart de ça, elle fasse 1/5e de la totalité. Ça fait quelque chose comme ça, donc ça c'est les gens qui ont 12. Après, les gens qui ont 4 à côté, donc je sais pas, ça va faire un truc comme ça. Donc ça c'est 13. 7, alors 7 c'est beaucoup plus, donc ça fait 5, 6, 7, ça fait tout, ça fait un tout les moins, ça fait ça. Voilà. Faites-moi confiance juste sur la façon de le faire, hein, j'ai pas trop le choix. C'est de l'à peu près, mais ça reste quand même pas trop mauvais. Donc là c'est 9, et là c'est 8. Donc, à chaque fois, la taille de la part va donner le nombre de personnes qui ont cette note-là. Voilà. Plus la part est grosse, plus il y a des personnes qui rentrent dans cette case-là. On fait soit circulaire, soit semi-circulaire. Mais c'est la même chose dans l'exercice, hein, je vous avais mis un semi-circulaire. Donc dans l'idée, allez, je fais des trucs un peu au hasard. Hein. Pof, pof. Et puis pareil, plus la part est grosse, plus les gens là-dedans sont nombreux. Voilà. Donc, on utilise ces différents diagrammes selon la façon que l'on a enfin, plutôt selon ce que veut présenter en premier. Alors, il y a d'autres types, hein, on peut faire les histogrammes cumulés, on fait des choses comme ça. Tiens, je vous en présenter un vite fait parce que je pense à tous ceux qui jouent aux jeux vidéo et qui jouent par exemple à FIFA. S'ils regardent les caractéristiques des personnages qu'on utilise, eh ben, on les met sur un diagramme en radar. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un diagramme en radar? Ça va être quelque chose comme ça, on va regarder, je vais prendre 6 caractéristiques d'un footballeur, par exemple. Si on est dans FIFA, ça c'est un footballeur. Par exemple, on aurait la vitesse, on aurait l'agilité, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, peut-être son prix, hein, après tout, il peut coûter cher. S'il se blesse ou pas, donc, je sais pas, voilà, les santé, et puis voilà, les différentes caractéristiques. On attribue des points à chacune de ces caractéristiques, et quelqu'un qui est très rapide, pas très agile, donc il est très rapide, donc il est très loin du centre, pas très agile, il est très proche du centre, il a un prix pas trop élevé, mais il a une santé de malade, et puis ses caractéristiques-là sont très fortes, et on a quelque chose comme ça. Et un autre personnage qui est un peu moins rapide, mais plus agile, donc un peu moins rapide, c'est un peu moins long là-dessus, mais plus agile, donc je sais pas, il a fait un truc comme ça, et son prix est peut-être plus élevé, il a moins de santé, et puis je sais pas, il a ses caractéristiques comme ça. Ce qu'on appelle un diagramme en radar, ou diagramme en étoile. Et ce truc-là, c'est vraiment dans l'idée de qu'est-ce qu'on regarde pour un personnage, on va regarder différents diagrammes pour les différents personnages. À ce moment-là, l'objectif c'est, on est meilleur quand on a un diagramme le plus écarté qui existe. Et c'est possible qu'on ait rien qui aille vers le centre. Donc tous ces trucs-là, on les utilise. Alors je vous les présenter juste pour essayer de vous amener à l'idée, voilà, on les présente de différentes façons, vous vous étonnez pas, et puis souvent vous les connaissez, et je voudrais qu'à chaque fois que vous avez des trucs comme ça, vous disiez ah ouais, ce sont quand même des maths derrière, et on arrive quand même à les utiliser dans la vie quotidienne. Des diagrammes comme ça, vous en voyez tous les jours. Hein. Donc vous regardez à la télévision, le journal, des diagrammes, s'il n'y en a pas un, c'est quand même bien étonnant quoi. Mais ça arrive, bon, c'est rare. Bon, et puis comme promis, j'avais dit que je finissais avec mon fameux sultanat du Brunei. Donc le sultanat de Brunei, c'est quoi? C'est un petit état qui se trouve juste au-dessus de Bornéo. Alors quand vous avez Bornéo, c'est une île qui est vers en dessous de la Malaisie, l'Indonésie, au-dessus de l'Australie. Et cette île est assez grosse, et tout au-dessus, il y a une petite enclave qui s'appelle le Brunei. Alors, le Brunei, c'est écrit comme ceci. Alors, si je vous pose la question, qui est la personne la plus riche du monde? Je pense que vous me diriez, c'est peut-être Jeff Bezos, c'est peut-être Arnaud,
français, Pinot peut-être aussi, bon peut-être pas, Bill Gates, Warren Buffett, tous ces gens-là sont des gens super riches. Alors, on estime en ce moment que la fortune de Jeff Bezos est aux alentours des 100 milliards de dollars. Bon. Donc, si vous me diriez sans doute ça. Par contre, si vous définissez la richesse d'une personne à la quantité d'argent qu'elle peut dépenser, à ce moment-là, c'est pas eux du tout. Et là, je veux dire, ils sont très loin derrière le sultan du Brunei. Alors, le sultan du Brunei, c'est un homme, c'est un sultan, autrement dit, c'est chef religieux, en même temps que chef d'État là-bas. En gros, c'est un roi. Mais un roi dans un pays islamique. Donc, autrement dit, c'est un sultanat, donc c'est bien un sultan. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité là-bas? C'est qu'il y a du pétrole. C'est une petite enclave, mais la mer qui appartient au sultanat est vraiment sous une énorme poche de pétrole, et donc c'est un pays qui est très riche. Et en plus, comme il n'y a pas beaucoup d'habitants, bah, c'est beaucoup de richesses, mais réparties en peu d'habitants. Et là-bas, il y a un truc qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas d'impôt. Parce que l'argent des entreprises d'État revient au sultan du Brunei. Et le sultan du Brunei, c'est le patron. C'est le big boss. L'État, le pays, c'est lui. Autrement dit, l'argent du pays et son argent, c'est la même chose. On estime la fortune qui peut dépenser donc le sultan du Brunei aux alentours des 300-400 milliards de dollars. On est 3 ou 4 fois plus élevé que l'homme le plus riche du monde que l'on considère. C'est pour ça que quand on fait les classements, en l'occurrence celui qu'on prend comme référence c'est le classement Forbes, donc le magazine Forbes, il est bien stipulé au départ que l'on ne considère que l'argent propre d'une personne. On élimine tous les gens qui sont les chefs d'État et pour lesquels l'État est aussi la personne. Par exemple, imaginez, si ça se passait chez nous, c'est comme si M. Macron, il pouvait utiliser l'argent de l'État, comme il voulait. Voilà, c'est-à-dire que, au lieu il peut financer ce qu'il veut avec l'argent, quand il achète telle chose pour lui. Voilà. C'est vraiment ça. En contrepartie, le sultanat de Brunei, c'est un pays dans lequel l'homme, le sultan, c'est lui qui finance les hôpitaux. C'est son argent propre, faut comprendre ça. C'est son argent propre, il finance les hôpitaux, il finance les routes. Il nourrit la population. Alors c'est moins vrai maintenant, parce qu'ils ont changé un peu de système, ils sont plus un peu néolibéraux, ils ont augmenté les salaires. Alors, pourquoi je parle de ce pays-là? Parce qu'il est très particulier. La France, on va comparer avec la France, la moyenne de l'argent, la moyenne des Français, de salaire des Français, je vous l'ai déjà donné la dernière fois, leur moyenne ça s'écrit comme ça, X avec une barre. C'est 2250 €. Donc, je rappelle, si on répartit équitablement à tout le monde l'argent qu'on gagne avec les salaires, on pourrait donner à tout le monde 2250 €. Pour le Brunei, je viens de regarder un instant, c'est 2780. Question? Dans quel pays est-on le plus riche? La question est vraiment pas bien posée en fait. En moyenne, les gens du Brunei gagnent beaucoup plus qu'en France. Mais la répartition joue. Imaginez que dans ce pays-là, vous ayez une personne qui gagne 400 milliards. Ça tombe bien une à une. Ben forcément, elle va faire beaucoup monter la moyenne. Mais pour le reste de la population, est-ce que ça change quelque chose? Non. Leur argent, lui, n'a pas augmenté. Par contre, la moyenne des argents de chaque personne, lui, a explosé. C'est exactement ce qui se passe avec le Brunei. Et si on veut regarder des pays qui sont... J'avais donné ça comme exemple ce matin aux élèves. En Norvège, la moyenne des salaires est 2230 €. Très comparable à la France. Vraiment très comparable. Mais ces deux pays, la richesse, je vous promets, n'est pas du tout la même. Alors, il faut comprendre que la moyenne, en fait, ça ne suffira pas. On verra l'année prochaine qu'on va utiliser une nouvelle caractéristique qu'on va appeler la médiane. Mais même ces deux trucs-là ne suffiront pas. Mais au moins, déjà, on aura quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la médiane? C'est se dire, voilà,
la population, elle est comment? À partir de combien de personnes? La médiane, ce sera le nombre, l'argent, enfin plutôt là c'est l'argent, pour qu'il y a autant de personnes qui gagnent moins que de personnes qui gagnent plus. Ça s'appellera la médiane. Mais mine de rien, ça nous sera très utile. Pourquoi? Parce que si on regarde le sultanat de Brunei, je pense que si la moyenne est de ça, et bon, on a quand même 50% de la population qui va toucher moins de 500 €. Oui, ces pays, vu qu'il n'y a pas d'impôt, tout ça, c'est un peu de l'argent de poche, 500 €, et puis en plus, le sultan finance plein de choses. Là, la moyenne est de 1600 ou 1700 €. Et là, la médiane, elle est de 2000 €. Autrement dit, là, dans Norvège, c'est beaucoup plus équilibré. L'argent est beaucoup plus équilibré entre différentes personnes, beaucoup mieux réparti. En France, il y a des gros écarts de salaire qui fait que la moyenne monte. Hein? Techniquement, imaginez dans une classe, vous avez 3 personnes, 4 personnes, c'est pratique. 4 personnes, il y a 0, il y a un qui a 0, un qui a 0, un qui a 0, un qui a 20. La moyenne, elle va monter d'un coup. Hein. La moyenne est de 5, mais bon, c'est toujours pas énorme, mais en tout cas, la moyenne a monté beaucoup. Et pourtant, les 3/4 des gens ont 0. Donc la classe est vraiment nulle, malgré une moyenne de 5. Alors que si on avait 5, 5, 5, 5, et ben, là serait la même moyenne, et par contre, il n'y aura pas des nuls comme 5 à 0. Bon, c'est mal dit, hein, les nuls, mais bon, ça arrive de se planter dans un contrôle, on va dire ça. Bon, voilà, donc ce que je voudrais que vous compreniez, c'est les différents diagrammes qu'on a vus avant. Là, c'est sous de Brunei, et je voulais vous faire comprendre que la moyenne, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Attention à la répartition quand on compte la moyenne. Donc, il nous faudra d'autres caractéristiques, et on en verra juste une la prochaine fois. Moi, je vous dis, bossez bien, bon week-end, et puis à mardi.